Je suis morte dans les flammes de mon laboratoire, les mains liées derrière le dos par les menottes que mon propre mari m'avait offertes pour notre anniversaire de mariage, un cadeau empoisonné comme tout le reste de notre union. Le gaz sifflait des tuyaux sectionnés, un cocktail mortel de chloroforme et de produits chimiques que j'avais moi-même synthétisés pour des expériences anodines, mais que lui avait pervertis en arme fatale. Mon dernier souffle fut un hurlement muet, avalé par les langues de feu qui léchaient ma peau, tandis que je voyais son visage, ce visage que j'avais aimé, caressé, défendu ou se refléter dans les flammes, serein, presque compatissant, comme s'il regrettait seulement la perte du brevet qu'il s'apprêtait à signer de mon nom. Quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas sur les portes de l'enfer, mais sur le plafond fissuré de notre appartement du Marais, à Paris, celui que nous avions loué juste après notre rencontre au CNRS. L'air sentait le café brûlé et les croissants tièdes du boulanger d'en bas, et mon ventre haut se soulevait doucement sous les draps de lin froissé, une rondeur ferme de 6 mois de grossesse. J'ai hurlé, un cri primal qui a fait trembler les vitraux du salon, et Pierre, mon mari ou encore mon mari, car nous étions en 2018, 7 ans avant ma mort, s'est précipité dans la chambre, les cheveux en bataille, son pyjama froissé, l'air d'un amant inquiet plutôt que d'un assassin calculateur. « Élise ? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Le bébé ?» Sa voix, cette voix suave avec son accent du Sud, m'a transpercé comme une lame. J'ai vu l'avenir dans ses yeux, les nuits blanches à élever notre fils, les disputes sur l'éducation, et puis, la trahison. Notre enfant, ce génie que j'avais conçu non pas par hasard, mais par une expérience secrète, une manipulation génétique discrète, un pari fou sur l'ADN que j'avais appris à plier lors de mon doctorat à l'Institut Pasteur allait devenir le joyau de ma vie, et le poison de la sienne. Je l'ai fixé, la gorge nouée par la bile de la mémoire. Rien, Pierre. Juste un cauchemar. Mais c'était un mensonge, le premier d'une longue série que je mènerais désormais. Car j'étais revenu. 35 ans dans le futur, carbonisé dans mon labo du 13e arrondissement, et maintenant, ici, en 2018, avec le monde à portée de main. Le monde, et la vengeance. Il m'avait volé mon fils, mon œuvre, ma vie. Mon mari, avec l'aide de ma meilleure amie, Claire, cette sorcière au sourire en coin et aux ambitions voraces, avait comploté pour me discréditer, pour me faire passer pour une mère hystérique, une scientifique instable. Ils avaient falsifié des documents, accusé mon travail de plagiat, et quand j'avais menacé de tout révéler, ils m'avaient tué. Et mon fils, Alexandre, ce petit prodige de 8 ans à l'époque de ma mort, avait été élevé par eux, transformé en marionnette pour leur gain, brevet sur ses inventions précoces, partenariat avec des géants tech comme Orange ou Thales, une fortune bâtie sur le dos de mon sang. Mais cette fois, non. Cette fois, je savais. Je sentais déjà les battements de cœur d'Alexandre en moi, ce rythme irrégulier, génial, comme un algorithme qui défie les lois de la biologie. J'allais le protéger. J'allais les détruire. Les jours suivants furent un tourbillon de dissociation. Paris, cette ville que j'aimais tant, ses boulevards haussmanniens bordés de platanes jaunissants en automne, les quais de Seine où les touristes flânaient sous un ciel gris perle, les cafés enfumés du quartier latin où les intellectuels débattaient encore de Sartre comme si le monde n'avait pas basculé dans l'ère des algorithmes, me semblaient à la fois familières et hostiles, un décor de théâtre où les acteurs ignoraient leur script fatal. Je marchais dans les rues du 4e arrondissement, mon ventre arrondi sous un manteau de laine Burberry que Pierre m'avait offert, et je revivais les scènes en accéléré, notre mariage civil à la mairie du 5e, sous la pluie fine, avec Claire comme témoin, son rire perçant comme un présage. Les premières échographies où le médecin avait froncé les sourcils devant les anomalies, votre enfant a un QI prénatal estimé à 180, c'est exceptionnel, et puis, les nuits où je codais en secret, injectant des séquences ADN modifiées via des virus inoffensifs, rêvant d'un fils qui révolutionnerait la neuroscience. Pierre travaillait toujours au ministère de la Recherche, un bureaucrate ambitieux qui grimpait les échelons en flattant les politiques. Claire, elle, était ma collègue à l'Institut, une bioéthicienne aux ongles manucurés et au discours lisse sur les limites morales de la génétique. Elles étaient amies depuis Sorbonne, des confidences partagées sur des verres de Sancerre, mais je voyais maintenant les fissures, les regards complices quand je parlais de mon projet, les questions anodines sur mes notes de labo qui se transformaient en rapports anonymes au supérieur. Un soir, alors que Pierre rentrait tard d'une réunion, je savais maintenant qu'il s'agissait de dîners arrosés avec des investisseurs potentiels, je fouillais son bureau. Les tiroirs sentaient le tabac froid et l'ambition rance. Et là, sous une pile de factures, un dossier marqué « Projet Élise ». Mon cœur s'emballa. Des copies de mes schémas, annotés de sa main, potentiel commercial élevé. Risque, instabilité maternelle.
Solution, tutelle postpartum. Et une lettre à Claire, chérie, une fois qu'elle aura accouché, on la pousse vers une dépression. Les psys du ministère s'en chargeront. Alexandre sera à nous. La rage me submergea comme une vague de la Manche en tempête. Je déchirai les pages, les avalai presque, mais non, je les rangeai, intactes, pour plus tard. La vengeance ne serait pas impulsive. Elle serait chirurgicale, comme mes expériences. D'abord, protéger l'enfant. Je pris rendez-vous en secret avec un avocat du 7e arrondissement, un ancien de l'école de droit spécialisé en droits parentaux. Madame, en cas de divorce, la garde exclusive est rare, mais avec des preuves de manipulation. Je hochai la tête, les lèvres pincées. Preuve, j'en aurais. Des tonnes. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Pierre me couvrait d'attention aux fleurs de chez le nôtre, dîner au tour d'argent avec vue sur Notre-Dame, mais je voyais le calcul derrière chaque geste. Claire m'invita à un « week-end bien-être » à Deauville, sous prétexte de soulager les nausées. J'acceptai, feignant l'enthousiasme. Là-bas, sur la plage balayée par le vent, alors qu'elle me parlait de « notre avenir commun », je la sondai. Et si Alexandre n'était pas ordinaire? Elle rit, un rire trop aigu. Tous les enfants sont spéciaux, Élise. Mais le tien. On en fera un atout pour la France. Pour la France. Ou pour vos poches, pensai-je. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel aux lambris sombres, je notais tout, ces mots, ces silences. Mon téléphone enregistrait, invisible. Le piège se refermait. Bientôt, la naissance approcha. Paris s'habillait de lumière pour Noël, les vitrines des galeries Lafayette scintillaient comme des promesses mensongères. Je sentis les premières contractions un matin de décembre, sous un ciel plombé. Pierre paniqua, appela l'ambulance, mais je refusai ses mains sur moi. Laisse-moi, Pierre. J'ai besoin d'espace. À la maternité de Port-Royal, entouré d'infirmières aux accents chantants, Alexandre vint au monde dans un cri strident, ses yeux verts, perçants, déjà intelligents fixés sur les miens. Le médecin murmura, c'est un miracle, madame. Ses réflexes. Inédit. Je le serrai contre moi, inhalant son odeur de lait et de futur. Tu es à moi, mon génie. Et cette fois, personne ne te volera. Dehors, la neige tombait enfin sur Paris, effaçant les traces du passé. Mais pas les miennes. La guerre ne faisait que commencer. Les premiers mois avec Alexandre furent un balai délicat entre l'amour primal et la paranoïa aiguisée. Notre appartement du Marais, avec ses parquets craquants et ses bibliothèques croulant sous les traités de génétique de Mendel à Crispr, devint une forteresse. Je l'allaitais en lisant des articles sur l'éthique de l'IA, sentant son petit poing serré contre ma poitrine, comme s'il absorbait déjà les équations complexes que je murmurais pour l'endormir. Pierre jouait le père dévoué, biberon tiède à 3 heures du matin, promenade en poussette le long du canal Saint-Martin, où les péniches brinque-ballaient comme des souvenirs flottants. Mais je voyais les fissures, ces appels tardifs à Claire, chuchotés dans la salle de bain, elle est obsédée, il faut accélérer, les regards qu'il jetait à Alexandre, non pas tendres, mais évaluateurs, comme un négociant face à une toile de maître. Je décidai de frapper le premier coup, subtil, empoisonné. Un matin, alors que Paris s'éveillait sous un brouillard automnal, je déposai une enveloppe anonyme au bureau de Pierre au ministère, rue de Grenelle. À l'intérieur, des photocopies des annotations de son dossier, accompagnées d'une note tapée à la machine, la vérité sur le projet Élise sortira. Retirez-vous, ou tout le monde saura. Pas de signature, juste un symbole ou une double hélice brisée, monceau personnel. Je l'avais posté d'une boîte aux lettres du 6e, près du Luxembourg, où les feuilles mortes tourbillonnaient comme des avertissements. Sa réaction fut immédiate, et délicieuse. Le soir même, il rentra blême, les cravates de travers, et me confronta dans la cuisine, où je mixais des purées bio pour Alexandre. Élise, qu'est-ce que c'est que cette folie? Des menaces? Tu es stressé, c'est le postpartum. Laisse-moi t'aider, on va voir un spécialiste. Sa voix tremblait, un mélange de peur et de colère contenue. Je feignis l'innocence, les yeux écarquillés. De quoi parles-tu, Pierre? Des factures? Puis, d'un ton plus bas, presque un murmure, ou de tes petits secrets avec Claire? Les nuits où tu rentres après minuit, les réunions et qui sentent le parfum bon marché? Il pâlit davantage, ses mains agrippant le comptoir en marbre. Tu délires. C'est ton imagination de mère épuisée.
Mais je vis la sueur perler sur son front, et je sus que la graine du doute était plantée. Le lendemain, Claire m'appela, sa voix mielleuse filtrée par le haut-parleur de mon iPhone. Ma chérie, Pierre m'a raconté. Tu traverses une période difficile. Viens à l'Institut demain, on en discute. J'ai un contact chez Sanofi qui pourrait financer ton congé maternité. Financement. Le mot-clé. Je déclinai poliment, prétextant une angine, mais enregistrai la conversation. Chaque mot était une brique dans mon mur. Alexandre grandissait à vue d'œil, un prodige miniature. À 3 mois, il fixait les mobiles au-dessus de son berceau avec une intensité qui défiait l'âge, ses iris verts captant les motifs comme un scanner. Je lui parlais en français et en anglais, lui lisant des passages de Proust pour endormir son esprit vorace. Une nuit, alors qu'il refusait de dormir, je lui montrai un diagramme simple de réseau neuronal sur mon ordinateur portable. Ses yeux s'illuminèrent, et il tendit la main, babillant un son qui ressemblait à « Algo ». Pierre, entrant à ce moment, rit nerveusement. Il est comme sa mère, déjà une petite savante. Mais son rire sonnait faux, et je notai mentalement, il avait peur. Peur que l'enfant révèle trop tôt son potentiel, avant qu'il ne le contrôle. Pour consolider ma position, je repris le travail à mi-temps à l'Institut Pasteur, dans les laboratoires du 15e arrondissement, où l'air bourdonnait de centrifugeuses et d'espoir scientifique. Mes collègues, ces âmes bien intentionnées ou le vieux professeur Laurent avec ses blagues sur les Nobel manqués, la jeune stagiaire Amina aux idées folles sur l'édition génétique me félicitèrent pour le bébé. Mais Claire était là, aux aguets, son bureau adjacent au mien, décoré de photos de nous trois à la plage de Cabourg. Regarde comme il a tes yeux, Élise. Un futur prix Fields. Je souris, mais intérieurement, je bouillonnais. Elle avait déjà contacté un avocat privé, je le savais, un requin du barreau du palais de justice, spécialisé en succession intellectuelle. Le coup suivant fut plus audacieux. J'organisai une soirée networking, chez nous, invitant des investisseurs de la French Tech, ces jeunes loups de station F dans le 13e, avides de start-up biotech. Pierre fut ravi, voyant l'occasion de briller. Claire vint, bien sûr, en robe fourreau rouge sang. La soirée fut un succès, vin de Bordeaux, fromage de la fromagerie Goncourt, et Alexandre, dans son berceau du salon, attirant les regards curieux. Quel calme, s'exclama un WC de chez Euraseo. Je saisis l'instant, il est spécial. J'ai des données préliminaires sur son développement cognitif. Une collaboration exclusive. Les yeux s'allumèrent, contrats esquissés sur des serviettes en papier. Pierre, un verre à la main, me serra la taille un peu trop fort. Élise, pas si vite. C'est prématuré. Mais trop tard, les cartes de visite pleuvaient. Plus tard, dans la chambre, il explosa, tu sabotes tout. Ces gens veulent de la stabilité, pas une mère qui joue à la Frankenstein. Je le giflai à ma première violence physique, un geste impulsif qui me choqua moi-même. Sa joue rougit, et pour la première fois, je vis de la peur pure dans ses yeux. Sors d'ici, Pierre. Ou je raconte tout à tes invités demain. Il partit, claquant la porte, et je pleurai, non de regret, mais de libération. Alexandre, sentant ma détresse, gazouilla depuis le berceau, un son presque rassurant. Dehors, Paris ronronnait, ses lumières filtrant à travers les rideaux de dentelle, indifférentes aux drames intimes. Claire frappa le lendemain, seule. Élise, on doit parler. Pierre est effondré. Tu le rends parano. Nous nous assîmes au café de la rue des Francs-Bourgeois, sous les arcades Renaissance. Elle posa sa main sur la mienne, un geste sororal. Laisse-nous t'aider. On peut partager la garde, formaliser les brevets. Pour le bien de l'enfant. Je retirai ma main lentement. Partager? Comme vous avez partagé mes notes de labo, Claire? Ou mes nuits solitaires pendant que vous conspiriez? Ses yeux s'écarquillèrent bluff ou surprise. Mais je continuai, j'ai les enregistrements. Tes appels à Pierre, tes solutions pour me discréditer. Le silence s'étira, rompu seulement par le tintement des tasses. Tu bluffes, murmura-t-elle. Je souris, glacial. Teste-moi. Et perds tout. La guerre s'intensifiait. Alexandre avait 6 mois quand le premier scandale éclata, un article anonyme dans Le Monde, accusant le ministère de conflit d'intérêts dans des projets biotech. Pierre fut interrogé par la presse, son nom sali dans les colonnes du Figaro. Il rentra ivre, me suppliant, c'est toi, n'est-ce pas? Arrête, Élise.
Pour nous, pour lui. Je le regardais, impassible. Pour lui, oui. Seulement pour lui. Mais la tension montait, et je sentais les murs se resserrer. Claire disparut une semaine, invoquant une « retraite ». Pierre devint distant, obsédé par son téléphone. Et Alexandre. Oh, mon fils. À 8 mois, il assemblait des cubes en forme géométrique complexe, babillant des syllabes qui sonnaient comme du code binaire. Il était mon arme, mon bouclier. Et bientôt, le catalyseur de leur chute. L'année 2019 s'ouvrit sur une Paris en effervescence, la ville se préparant au JO de 2024 avec des chantiers qui écornaient le ciel comme des cicatrices ambitieuses. Mais dans notre bulle du Marais, l'air était vicié de suspicion. Pierre avait engagé un détective privé, un ex-flic aux manières rugueuses, rencontré dans un bar du Bastille, pour fouiller mon passé. Je le sus par un email intercepté sur son ordinateur, mot de passe inchangé depuis nos débuts, Élise 2012. Ironique. Je plantai un mouchard logiciel, un vers simple codé en une nuit, et lus ses rapports, sujet stable, mais paranoïaque. Contact suspect avec avocat. Recommandation, surveillance accrue. Je ripostai avec élégance. Via un compte offshore ouvert à Genève, un détour par le lac Léman lors d'un faux voyage d'affaires, je finançai une enquête parallèle sur Claire. Ses dettes, 150 000 € chez les usuriers de la place Vendôme, héritage d'un divorce amer et d'une addiction au casino de Deauville. Ses liaisons, non seulement avec Pierre, mais avec un lobbyiste de Bruxelles, un serpent de lieu qui marchandait des subventions biotech. Les preuves affluaient, photos floues, relevés bancaires. Je les envoyai à un journaliste du Canard enchaîné, anonymement, avec une note, la bioéthique a un prix. L'article parut un mardi pluvieux, titré « Scandale à l'Institut, quand l'éthique se vend au plus offrant ». Claire fut suspendue, son visage blême sur BFM TV, niant tout d'une voix chevrotante. Pierre rentra comme une furie, me plaquant contre le mur du vestibule, son souffle aigre de cognac. « C'est toi, salope. Tu détruis tout. » Sa main s'abattit, une gifle qui fit bourdonner mes oreilles, et le sang coula de ma lèvre. Alexandre, dans son parc, se mit à pleurer, un vagissement aigu qui trancha l'air comme une sirène. Pierre recula, horrifié par son geste. Élise, pardonne-moi. La pression. Je touchai ma lèvre, le sang chaud sur mes doigts, et au lieu de hurler, je ris. Un rire bas, hystérique, qui le fit reculer davantage. La pression ? Comme celle que tu mettais sur moi, 7 ans dans le futur, quand tu m'as gazé dans mon labo. Les mots m'échappèrent, un lapsus temporel. Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi parles-tu ? Je me tus, trop tard. La graine du doute devint un arbre empoisonné. Cette nuit-là, seul avec Alexandre endormi contre moi, je pris la décision controversée qui me hantrait, l'exil. Pas un départ discret, mais une rupture totale. J'avais déjà transféré des fonds ou les royalties de mes premiers brevets, cachés dans un trust suisse et contacté un allié inattendu, le professeur Laurent, mon mentor à l'Institut, un vieux loup aux moustaches jaunies par le tabac, qui haïssait les bureaucrates comme Pierre. Élise, ma petite, si tu as besoin, je connais des gens à Nice. Une maison sécurisée, près de la mer. Le plan se dessina en une semaine, divorce immédiat, garde exclusive invoquant, violence conjugale, la gifle photographiée, les bleus naissants documentés par un médecin complice. Pierre contesta, bien sûr, engageant les meilleurs avocats du barreau, mais mes preuves étaient accablantes, enregistrement, email, et maintenant, le témoignage de Claire, brisée, prête à tout pour sauver sa peau. Elle craqua lors d'une confrontation au café de Flore, sous les portraits de Hemingway. C'était son idée, Élise. Pierre voulait l'enfant pour ses contacts au Quai d'Orsay. Moi, j'étais faible. Je la crus à moitié. La faiblesse n'excuse pas la trahison. Sauve-toi en témoignant, Claire. Ou je publie tes dettes, tes amants, tout. Elle accepta, les larmes coulant sur son maquillage impeccable. Le juge, une femme austère aux lunettes cerclées d'or, trancha en ma faveur, garde exclusive, pension alimentaire exorbitante, et une ordonnance de restriction contre Pierre. Nous partîmes pour Nice un matin de mai, sous un soleil méditerranéen qui contrastait avec le gris parisien. La maison de Laurent était un mas provençal niché dans les collines de Cimier, avec vue sur la baie des Anges, entouré d'oliviers centenaires. Alexandre s'épanouit là, ses premiers pas chancelants sur le terrazzo usé, ses rires résonnant comme des découvertes.
Je repris la recherche, en télétravail pour l'Institut, publiant des papiers sur l'accélération cognitive sans révéler mon secret, bien sûr. Mais la vengeance bouillonnait encore. Pierre m'appelait, des messages suppliants, « Laisse-moi voir mon fils. Je changerai. » Je les effaçais, un par un, comme des tumeurs. La décision la plus controversée vint à l'automne, quand Alexandre eut 1 an. Ces tests effectués en secret par un pédopsychiatre de l'hôpital Lanval révélaient un QI de 2 sens, une mémoire eidétique, et une capacité à résoudre des puzzles Rubik en moins de 30 secondes. Mais aussi des signes de stress, cauchemars où il murmurait « Papa brûle ». Avais-je transféré mes traumas? Ou pire, l'avais-je rendu vulnérable à la manipulation? Je décidai alors de l'entraîner. Pas à la haine, mais à la résilience. Des jeux codés, si l'ennemi approche, tu caches le trésor ici. Il apprenait vite, trop vite, ses petits doigts traçant des algorithmes sur l'iPad. Pierre tenta l'enlèvement lors d'une visite supervisée à Paris, pour mon anniversaire. Il avait soudoyé la médiatrice, une femme aux yeux fuyants. Alexandre disparut 5 minutes dans les couloirs de la crèche du parc Monceau, et mon cœur s'arrêta. On le retrouva dans les bras d'un oncle, factice, pleurant. Pierre fut arrêté, accusé de tentative d'enlèvement. Les journaux titrèrent « Drame familial chez les élites scientifiques ». Sa carrière s'effondra, limogé du ministère, il sombra dans l'alcool, des ragots murmurant des séjours en clinique à Sainte-Anne. Claire, elle, se suicida ou du moins, c'est ce que dirent les flics. Une chute du pont des Arts, un mot, pardon à Élise. Était-ce vrai, ou un twist de Pierre? Je ne creusais pas. La culpabilité me rongeait, avais-je poussé trop loin? Alexandre, sentant mon tourment, me tendit un dessin, une maison au soleil, avec 2 silhouettes. Maman et moi. Papa attend. Cette nuit-là, sous les étoiles niçoises, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. La vengeance avait un goût amer, et les décisions de divorcer violemment, entraîner un enfant à la survie me marquaient comme des tatouages invisibles. Mais je continuais. Pour lui. 2022 marqua le pic de ma croisade, une année où Nice devint mon bastion et Paris, un champ de mine distant. Alexandre avait 2 ans, un tourbillon de curls bruns et de questions incessantes. « Maman, pourquoi les étoiles ne tombent pas ?» Je lui expliquais la gravité avec des modèles 3D imprimés sur ma nouvelle imprimante, un cadeau de Laurent, qui m'avait légué la maison avant de s'éteindre paisiblement d'une crise cardiaque. Son testament, à Élise, la vraie scientifique. Pierre n'était qu'un parasite. Pierre, lui, s'était relevé des cendres, plus vicieux. Exclu du monde académique, il avait monté une start-up bidon à Station F, Neurogenics, promettant des thérapies cognitives inspirées de recherche familiale. J'appris par un contact au CNRS qu'il cherchait à breveter des algorithmes d'apprentissage neuronal des idées volées à mes anciens carnets, ceux qu'il avait photocopiés 7 ans plus tôt. Pire, il draguait des investisseurs qataris, lors de dîners au Peninsula, avec des promesses de « prodige français » pour appâter. La rage remonta, purifiée par le temps. Je décidai du climax, l'exposition publique. Avec Alexandre comme appât non, comme preuve vivante. Je l'inscrivis à un concours de talent précoce à l'Opéra de Nice, un événement modeste mais filmé pour YouTube. À 3 ans, il résolut une équation différentielle sur scène, sous les flashs, déclarant d'une voix claire « C'est comme maman me l'a appris ». Pour protéger les secrets. La vidéo vira virale, 10 millions de vues en une semaine. Les médias s'emparèrent, le petit Mozart de la science niçoise. Pierre réagit comme prévu, une assignation en justice pour aliénation parentale, arguant que j'empoisonnais l'enfant contre lui. Le procès s'ouvrit au tribunal de grande instance de Paris, une arène froide aux lambris sombres, où les avocats en robe noire dansaient leur ballet accusateur. Je me présentais en tailleur Chanel, Alexandre à mes côtés en chemise blanche, un duo invincible. Mes témoins, experts en génétique du pasteur, affirmant l'authenticité de mes travaux, Claire n'était plus, mais ses aveux enregistrés résonnèrent dans la salle, un fantôme accusateur. Pierre, amaigri, les yeux injectés, témoigna en dernier. Élise est folle. Elle a manipulé notre fils génétiquement, un crime contre l'humanité. La salle murmura, scandalisée. C'était le twist qu'il escomptait, me faire passer pour un monstre de Frankenstein, pour discréditer mes brevets et réclamer Alexandre comme victime à sauver. Le juge fronça les sourcils, et je sentis le sol se dérober. Mais j'avais anticipé. Mon contre-attaque fut controversé, borderline illégal, un hack.
via un freelance anonyme, un hacker de la dark web contacté par Tor depuis un café de la promenade des Anglais, je diffusais en live les emails de Pierre à ses investisseurs, le gamin est mon atout. Sa mère est instable, une fois en garde, on monétise. La salle du tribunal explosa en chuchotements, le juge suspendit l'audience, et Pierre fut arrêté sur le champ pour diffamation aggravée et chantage. Le soir, de retour à Nice, Alexandre me demanda, « Papa est méchant ?» Je le serrai, le cœur serré. Il est perdu, mon amour. Mais on l'a sauvé de lui-même. Était-ce vrai? La manipulation génétique, ce secret que j'avais enfoui, pesait comme un péché originel. Avais-je créé un génie, ou un monstre conditionné à la survie? Pierre fut condamné à 5 ans, dont 2 fermes, pour fraude et tentative d'extorsion. Sa start-up s'effondra, ses partenaires fuyant comme des rats. Mais le vrai climax vint plus tard, en 2023, quand Alexandre, à 4 ans, inventa son premier gadget, un prototype d'interface cerveau-ordinateur, codé sur une tablette, capable de prédire les crises d'épilepsie. Je le brevetai sous notre nom commun, et les offres pleuvaient, Google, Neuralink, même l'État français via BPI-France. Pierre, libéré sous caution, tenta un dernier coup, une lettre de suicide, postée à mon adresse, implorant une visite. Dis à Alex que je l'aime. Et arrête de me détruire. Contre toute raison, j'y allais, seul, dans une prison de Fresnes, sous un ciel bas de la banlieue parisienne. Il était brisé, bouffi par les médocs, mais ses yeux brillaient encore d'une lueur rusée. Tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Tu as tué Claire. Et moi, tu m'as tué aussi. Je le regardais, impassible. Tu nous as tués en premier, Pierre. Dans un futur que tu as créé. Il pâlit, comprenant enfin que je savais plus que je ne disais. Tr. Trincine, balbutia-t-il, un mot sorti de nulle part, comme si mon lapsus passé l'avait hanté. Je ne répondis pas. En sortant, je déchirai la lettre. La vengeance culminait, mais le vide la suivait. Alexandre grandissait, innocent de mes ombres. Pourtant, dans ses rêves, il murmurait des noms, Claire. Feu. Avais-je transféré trop? La tension montait vers un twist inévitable. Paris, ma ville natale, m'appelait de nouveau, non comme une prison, mais comme un trône conquis. Alexandre avait 5 ans, un éphèbe en herbe aux équations griffonnées sur les murs de notre masse niçois, ses inventions, un drone autonome pour surveiller les vignes, un algorithme prédictif pour les marées déjà primé à l'Académie des sciences. J'avais fondé ma propre société, Génie Libre, basée au cœur du 2e arrondissement, dans un loft rénové de la rue Montorgueil, où l'air embaumait les baguettes fraîches et les ambitions neuves. Les investisseurs affluaient, mais je choisissais avec soin, pas de Qatar, pas de géants voraces, seulement des fonds éthiques, comme ceux de la Fondation Cartier pour l'environnement. Pierre était une ombre effacée, interné volontaire à l'hôpital Sainte-Anne après une tentative de suicide avérée aux pilules avalées dans un motel sordide de la porte de Clignancourt. Ses lettres cessaient, remplacées par des silences. Claire, son fantôme, hantait encore mes nuits, son saut du pont des Arts, était-ce vraiment suicide, ou une mise en scène pour me culpabiliser? Un détective privé, engagé sur un coup de tête, révéla la vérité, elle avait été poussée, par un complice de Pierre, un garde du corps loué pour intimider. Le twist me frappa comme un coup de poignard, Pierre n'était pas seulement traître, il était meurtrier. Le rapport atterrit sur le bureau du procureur, et une nouvelle enquête s'ouvrit, menant à une condamnation à perpétuité pour homicide involontaire. Mais la vraie révélation vint d'Alexandre. À 6 ans, lors d'un test d'IRM à l'hôpital Pasteur aux routines pour monitorer son développement accéléré, les scans révélèrent l'irréparable, des marqueurs génétiques altérés non seulement par mon intervention prénatale, mais par une seconde couche, postnatale. Quelqu'un d'autre avait manipulé son ADN. Pierre? Claire? Non. Les logs pointaient vers un échantillon prélevé à la naissance, à Port-Royal, par le médecin. Un complice, payé par Pierre pour injecter un virus rétroviral, visant à stabiliser le génie ou le contrôler, via un marqueur traçable, un backdoor biologique pour des expériences futures. La fureur me consuma. J'avais cru protéger mon fils, en réalité, il portait une bombe à retardement, un lien invisible à ses bourreaux potentiels. Alexandre, sentant ma tourmente, s'approcha un soir, dans notre loft parisien où nous avions déménagé pour les conférences. Maman, je sais. Le feu, c'était toi, avant. Et papa. Il voulait me changer.
Ces mots, d'une clarté surnaturelle, me glacèrent. Il avait vu, dans ses réveils d'éthique, mes mémoires fuitées ou pire, ses propres souvenirs implantés par le virus. Le climax final se joua non en cours, mais en labo. J'inversai le protocole, une thérapie génique, administrée en secret à Monaco, dans une clinique privée surplombant la mer. Alexandre, courageux, endura les piqûres, ses yeux verts fixés sur les miens. Pour être libre, maman. Le processus effaça le backdoor, mais révéla un autre twist, le virus avait amplifié ses dons, le rendant non seulement génie, mais empathique capable de lire les émotions comme du code source. Il avait su, intuitivement, pour ma mort passée, pour la trahison. Tu es revenu pour moi. Je t'aime. Pierre, averti par des fuites, tenta un dernier assaut, une intrusion dans notre système, un ransomware codé grossièrement pour voler les données de Génie Libre. Alexandre le détecta en premier, à 7 ans, et le neutralisa d'un contre-feu enfantin, un verre qui effaça les disques durs de Neurogenics, exposant des années de fraude. Pierre fut arrêté définitivement, son empire en cendres. La fin? Pas Bic ACH, mais une rédemption âpre. Alexandre et moi, nous marchâmes sur les quais de Seine un soir d'été 2025, la tour Eiffel scintillant comme un phare. Il me prit la main. On recommence, maman. Sans secret. Je hochai la tête, les larmes coulant enfin librement. J'avais vengé mon passé, protégé mon futur. Mais le vrai génie n'était pas en lui seul, c'était en nous, mère et fils, forgés dans le feu de la trahison. Paris, indifférente, continuait son ballet éternel. Et moi, Élise, ressuscitée, je vivais enfin.